Mathilde a une devise, quand on a un rêve, il faut foncer et le rendre possible. Alors on va faire énormément de bruit pour accueillir Mathilde. Je suis contente, on est plus de 10. Hein. Hier, on était 10 et mes parents, c'était 20% du public. Donc, pour parler de l'Olympia, c'était un peu dur, hein, pour la conviction. Et on va commencer tout de suite. On va voir si vous êtes chaud. Hein. Vous êtes chaud, l'Olympia, ce soir? Putain, c'est bon ça. Hein. Donc on est ensemble pour une demi-heure. Je compte sur vous on est filmé aujourd'hui, souriez. Vous allez tous passer sur scène. Non, oh là, j'ai senti que ça paniquait déjà. On est ensemble pour une demi-heure où je vais m'appuyer sur mon expérience pour vous parler d'entrepreneuriat, de parentalité et de handicap, puisque je cumule les trois. Et la première chose, et sur cette expérience-là, je vais m'appuyer là-dessus pour essayer d'en sortir quelques tips, quelques conseils. Et le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est surtout, n'écoutez jamais les conseils de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Surtout. Ne me croyez pas sur tout ce que je vais vous dire maintenant. Expérimentez-le. En vrai, je suis en train de gagner quand même un peu de temps, même si c'est la deuxième fois que je passe sur scène de toute ma vie. Parce que même en étant formée à la communication non violente, qui est une discipline qui est en gros à appliquer en 4 étapes, moi je reste toujours un peu bloquée sur la deuxième qui est écouter tes ressentis corporels. Parce que là, si je vous fais un petit scan en direct, je suis quand même toujours un petit peu en PLS. J'ai la jambe gauche qui est en train de faire ça là. Mon ventre, il n'existe plus. Mon cœur, ça va, il a géré, il gère à peu près. Ma gorge est toujours un petit peu serrée et un petit peu moins qu'hier, mais je sens que les larmes ne sont pas loin parce que je suis extrêmement fière et émue d'être ici aujourd'hui, à cet endroit-là, à ma place. Je tiens à remercier Marine, Dominique et toute l'équipe de Défi de Femmes, les techniciens. On va faire une standing ovation, hein, on va se faire plaisir. On va applaudir toute l'équipe de Défi de Femmes. Voilà. L'Olympia, hein, vous pensez Olympia, hein, donc vous donnez tout. Hein. Et je tiens à les remercier parce que Marine m'a offert l'opportunité de mener cette conférence, chose que j'avais jamais faite, sur un plateau d'or. Quand j'ai commencé à être entrepreneuse il y a un peu plus de 6 ans, j'ai eu ce rêve à un moment donné de me dire j'aimerais bien mener une conférence à la TEDx. Cette chaîne, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande parce qu'il y a énormément de tips, c'est extrêmement inspirant, il y a des retours d'expérience et ça m'a vraiment boosté dans mon parcours d'entrepreneuriat parce que c'est semé de doutes, l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs dans la salle? Oui. Un petit peu plus de conviction? Waouh, dur, dur. Bon, on va rebooster tout ça. Et ça m'a vraiment inspirée. Et donc, quand Marine m'a demandé, tu préfères faire la conférence dans une petite salle ou choisir une salle, ce qu'elle m'a pas dit à l'époque, de 300 places, certes, mais avec 18 personnes dedans, avec vous pour public, évidemment, je vous ai choisi vous. J'ai dit oui. Et là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a un truc où tu sens que tout est aligné. Ça vous parle, ça? Quand vous sentez? Et on commence à vous faire des propositions de ouf, comme celle-là. Et il y a un truc en toi qui est un peu tiraillé, qui a peur. La peur, c'est plutôt dans le ventre, pour moi, ça fait des décharges comme ça. Mais il y a aussi un truc qui fait waouh, j'ai trop envie d'y aller. Alors le message, c'est ok, on s'occupera de la peur plus tard, mais là, pour l'instant, on suit l'envie. C'est pas maintenant que vous passez sur scène, hein, rassurez-vous. Je sens qu'il y en a. Mais tu crois que vraiment on va passer sur scène? Non, t'inquiète pas, c'est pour le spectacle. Quand j'étais petite,
j'étais une enfant très, très créative. Je peignais, je dessinais, je créais des playlists de musique, sur les VHS. Pour les non-boomers, qui connaissent pas le mot VHS, vous demandez à votre voisin. On est actif, hein, dans cette conférence, on peut bouger, on a la place en plus, donc faites-vous plaisir. Et j'avais 10 ans et je me souviens encore de cette anecdote de ma vie, qui est vraie, hein, évidemment. J'étais sur les toilettes comme ça, dans le noir, et je me suis dit, 10 ans, hein, moi plus tard, je veux réussir ma vie. Et je savais pas trop ce que ça voulait dire, réussir sa vie, c'était abstrait, mais je me suis fixé ça comme objectif. Et moi, je viens d'une famille de parents, en libéral, médecins, et eux, ils m'avaient dit: «Si tu veux être libre de choisir le job qui te plaît, que tu veux, pas qui te plaît, que tu veux», nuance, ils m'avaient dit: «La voie royale, c'est les études scientifiques». Donc en gros, j'étais destinée à soit, fac de droit ou de médecine. La fac, c'était ce qu'il y avait d'acceptable pour eux, les 2 facs qui étaient acceptables, ou préparer les écoles, préparatoires pour intégrer ensuite les grandes écoles. Et évidemment, j'ai écouté, mes parents, donc j'ai fait un bac S et «Vas-y, rapproche-toi. Oui, reste pas tout seul dans le coin là-bas, viens avec nous». Et donc j'ai fait un bac S, j'ai cartonné dans les matières littéraires. Ensuite, j'ai intégré une prépa bio, BCPST pour ceux qui connaissent. On a été accueillis comme l'élite de la France, moi ça me convenait pas du tout. J'ai cartonné encore dans les matières littéraires. J'ai préparé une fois médecine, j'ai préparé une deuxième fois médecine et quand même au bout d'un moment, mon corps a crié, a parlé, tellement fort que j'ai fait une crise d'angoisse dans la rue le jour des résultats de médecine. J'ai fini à l'hôpital et dans ma chambre d'hôpital, j'ai eu une espèce de révélation comme si touc, il y avait eu de la lucidité enfin sur ce que j'étais en train de faire et je me suis dit: «Moi, je veux pas faire ça. C'est pas pour moi. Quoi qu'il arrive sur les résultats de médecine, j'irai pas là-bas. Je serai pas bonne là-bas». Et donc dans cette chambre, j'en souviens encore, je me suis dit: «Moi, je veux écrire, je veux baigner dans le secteur artistique et culturel parce que c'est ça qui me plaît», et donc j'ai décidé de faire la fac. Et heureusement, j'ai loupé médecine à 1 point de moyenne générale. Donc mes parents, évidemment, ils ont fait une syncope, mais ils m'ont fait confiance et donc j'ai commencé un parcours, qui a duré 5 ans à la fac où j'étais, à la fois sur les bancs de la fac où j'ai adoré les cours qu'on m'a donnés, à la fois chroniqueuse culturelle à la radio où je me suis découvert une vocation et dans tous les festivals culturels de la ville où j'étudiais pour être sur le terrain et pour, comprendre le milieu dans lequel j'allais graviter. Je suis partie en Allemagne, en Erasmus, alors que j'avais fait allemand, ni en première langue, ni en deuxième langue. Mais j'avais tellement envie de repartir dans ce pays où j'étais allée quelques années plus tard, que j'ai négocié et j'ai argumenté, grave et je me suis engagée avec mon prof de l'époque pour partir. Comme quoi, quand tu argumentes et que tu es convaincu, ça t'ouvre quand même des portes. Je suis sortie de ces 5 ans d'études avec un intitulé de poste qu'on pourrait dire chargé de projets culturels à l'international. Moi, je me suis spécialisée sur les projets franco-allemands. Et quel message j'ai envie de faire passer par rapport à ça? C'est écoutez vos parents, mais, apprenez à vous écouter. Cette petite voix-là. Ça vous parle, la petite voix? Ok, donc on est tous un peu... On est plusieurs. Ok. Apprenez à écouter cette petite voix. Renseignez-vous sur le parcours, les études que vous allez faire, même si vous reprenez des études plus tard, c'est de plus en plus fréquent. Partez à l'étranger parce que on comprend, on apprend sur sa propre culture de l'autre et on revient toujours enrichi de la culture de l'autre. Et je crois que c'est déjà pas mal. Et si, prenez le temps de chercher ce que vous aimez, ce qui vous porte. Là, vous allez être bon, talentueux. Là, vous allez vous sentir à votre place. C'est jamais du temps perdu. Et donc, me voilà, un peu comme Dory, tu sais, dans Nemo.
Ta, ta, la, ta, ta. Ouais, trop cool. J'ai mon diplôme. 2 mois plus tard, mon diplôme, je trouve le job de mes rêves sur le papier. Et comme je suis débutante, pouc, je plonge, comme une débutante, dans le monde du travail. Et il m'a fallu 6 mois pour cumuler, cocher toutes les cases du burn-out. Et donc, au bout de 6 mois, mon corps crie et dit stop une fois de plus. Et je ne me souviens pas, ce jour-là, quand je suis partie, que j'ai fait cette crise d'angoisse. Je suis allée chez mon médecin. Je ne me souviens pas être allée chez mon médecin. Quand je suis partie, je ne pouvais plus mettre un disque dans les disques durs externes. Là. Vous vous souvenez de ces grosses machines-là? Les non-boomers, on pose des questions. Hein. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Mais je ne me souviens pas. Et je ne suis jamais retournée à mon travail. Et donc, je suis rentrée dans une phase de burn-out. Et puisque j'avais suffisamment d'éléments pour le faire, j'ai attaqué mon employeur, mon premier employeur, à 27 ans, au prud'homme. Et comment te dire? Et je le dis vraiment avec sérieux et profondeur. Pas à la légère, en tout cas, c'est que en tant que salarié, aller au prud'homme, c'est un peu comme l'avortement. C'est pas une décision que tu prends à la légère, genre trop bien. Non, 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 non. C'est une décision qui est mûrie, qui laisse des traces, même 10 ans après. Alors là, ne me croyez pas, je vous le dis. Parce qu'un prud'homme, c'est un dossier à charge contre toi, contre la défense, donc ton employeur. C'est une audience devant des jurés où tu dois donner la version des faits. Derrière, il y a 30 personnes qui viennent pour d'autres audiences. Et moi, j'ai eu de la chance. J'avais un public puisque mon employeur est venu avec une dizaine de personnes que je ne connaissais pas. Je ne sais pas quelle était son intention, mais moi, ce que j'ai senti, c'est que s'ils avaient pu venir avec des ballons et une banderole pour dire « Putain, caillassez là !» On était dans le ton de cette audience. Alors, j'ai gagné mon procès, mais je suis sortie de là un peu comme Lilou. Tu sais, dans le 5e élément, vous avez la référence? Quand elle sort du vaisseau et que ça fait... Moi, ça allait trop vite. Le monde allait beaucoup trop vite. Ça partait dans tous les sens. Et moi, j'avais perdu la boussole qui donnait du sens à ma propre vie. Alors, le message que j'ai envie de passer avec cette expérience-là, c'est finalement, le droit du travail, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein, tu t'en serviras un jour, crois-moi. Donc c'est bien de le connaître un petit peu pour te protéger et protéger l'entreprise. Renseignez-vous sur l'entreprise dans laquelle vous allez évoluer. C'est facile aujourd'hui d'avoir des outils, il y a plein d'outils qui te permettent de sentir l'atmosphère d'une entreprise. Les salariés sont faciles à aller chercher sur la toile pour savoir comment ça se passe, les débouchés, les salaires. On a la matière maintenant pour sentir ça. Et une troisième chose qui est importante pour moi, et d'autant plus à cet événement de Défi de femmes, une troisième chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui encore, à compétences et expériences égales, les femmes sont encore rémunérées 30% de moins que les hommes. Et ça, il faut que ça change. Il faut qu'on apprenne à affirmer notre valeur, à argumenter sur nos conditions de travail, à arrêter de s'excuser d'avoir eu 1, 2, 3 enfants quand on revient sur le marché du travail. Ça vous parle ce que je dis ou c'est lunaire? Ça vous parle? Il est temps d'apprendre à négocier, à argumenter. Alors s'il y a des gens ici qui ont le talent pour nous former, pour nous aider à transformer ça, j'en suis. Vous en êtes? C'est dur, hein. Waouh, c'est dur. Heureusement que vous n'êtes pas 300 comme ça, parce que je crois que ce serait encore plus déstabilisant de « Putain, merde, elle a pas pris celle-là ». Mais waouh, dur. Me voilà donc, un peu déchiquetée par l'expérience que je viens de traverser. Et donc, pour comprendre ce qui s'est passé un peu mieux, je commence une thérapie avec Anita H. Anita H,
Elle avait ses doigts un peu suaves comme ça, son petit rouge à lèvres rouge, toujours super bien mis. Elle était belle. Et Anita H, elle m'a dit, Mademoiselle Chevalier, quand elle disait un truc important, elle baissait un tout petit peu la voix. Mademoiselle Chevalier, il serait intéressant que vous trouviez l'ennui. Putain. Alors attends. Trouver l'ennui quand t'es hyperactif, comment dire? J'ai mis 1 an à comprendre ce qu'elle me demandait, c'est-à-dire ne rien faire, écouter mon corps, ne rien faire encore. Et j'ai pris 1 an après, être sortie de mon travail, une décision hyper importante qui a été de prendre des cours de dessin, de revenir à mes amours de petite fille et de revenir à des cours de dessin. Et je me souviens encore de ce premier cours où je commençais à dessiner, là, à me fixer sur la petite ligne qu'il fallait que je fasse, là, et à sentir à quel point mon cœur, il était abîmé par l'expérience que je venais de vivre. Et en même temps, ces cours-là m'ont réparé. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, j'ai rencontré Julien, alias Chouchou. Il est dans le public, on va mettre les projecteurs après. Il m'a dit non, tu fais surtout pas ça. Prépare-toi. Et Julien, il m'a dit, tu me plais. Toi aussi, tu me plais. Ça te dit qu'on fonde une famille et qu'on bouge dans le sud? Ok, on y va. Et on est parti dans le sud. Là, c'est le moment où vous applaudissez, que je ne sois pas toute seule. Alors non, rythme. On est un peu discipliné. On attend les consignes. On va faire une virée à 2. Tous les 2 sur le chemin. Allez, vous êtes autonome là. Dans ton automobile. Vous pouvez chanter, Tous les 2, on sera bien. Et dans le ciel, il y aura les étoiles. Et du soleil quand on mettra les voiles. Parfait. Ça va, vous commencez à... Merci, parfait. On est donc arrivé dans le sud et il y a des mamans dans la salle? Oui. Bon, est-ce que vous vous souvenez l'effet que ça vous a fait, votre premier enfant? Il y a comme les cartes de la vie qui sont rebattues. Ça vous fait cet effet-là? Ça vous a fait ça? Bon, moi, ça m'a fait ça. Où le pro, vous vous en doutez, il était là. Et puis ça a fait... Et dans cette période où je repensais de nouveau à comment trouver l'équilibre entre pro et perso, j'ai eu un entretien, déclic. J'avais les red flags au taquet et job de rêve encore une fois sur le papier et j'ai refusé ce poste et je me souviens que dans la semaine qui a suivi, j'ai fait un truc symbolique énorme. J'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi ça a été symboliquement hyper fort? Parce que j'ai arrêté de me déterminer, de m'identifier comme une salariée qui exécutait ce qu'on lui demandait pour passer le cap de la dirigeante, l'entrepreneuse qui a envie de liberté, de créativité, de s'amuser aussi, de faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux, qui a envie de plaisir avec ses collaborateurs. Et donc, me voilà à 30 ans, il n'est jamais trop tard, où j'ai eu envie de créer le job de mes rêves. Suspense. Et donc, un des ingrédients que j'avais envie pour le job de mes rêves, c'est que j'avais envie de mener une conférence, check, et surtout, j'avais envie de danser et chanter sur scène et de vous embarquer avec moi. Je vous emmène. Alors là, on se lâche, c'est le moment. Parce que c'est dur, Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Quand le rideau un jour tombera. Vous pouvez vous lever, Je veux qu'il tombe derrière moi. Allez, viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil.
à ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Allez, là on danse. Moi je veux mourir, là on se lasse, hein, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir finale en chantant jusqu'au bout. C'était bon, hein? C'est bon, hein? Ça fait du bien, hein? Le sport de la journée, là, c'est fait. Et donc, dans les ingrédients de rêve de mon job, il y avait de la liberté, de la créativité, comme je vous le disais. Mais la première chose, et c'est la première chose que je demande à mes clients, c'est est-ce que vous êtes sécurisé financièrement? Parce que quand vous êtes sécurisé financièrement, vous avez du temps pour maturer votre projet. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un job alimentaire en tant que serveuse. J'ai été promue assistante de direction dans cette entreprise, comme quoi tout arrive. J'ai continué à maturer mon projet d'entreprise et je me suis formée à la communication non violente. Comment te dire? Des couleuvres dans le monde du travail. J'en ai vu en 7 ans, 10 ans. Harcèlement sexuel, harcèlement moral, des managers qui craquent dans les toilettes et qui vont pleurer, des salariés qui craquent et qui pleurent aux toilettes, mais pas au même moment, des entrepreneurs isolés qui doutent, des syndromes de l'imposteur bien chevillés là, ça t'empêche bien de faire les choses. Bref, un monde du travail où c'est un peu le bazar. Et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Si je devais résumer mon taf en un mot, c'est écouter. J'écoute les dirigeants et leurs équipes pour les aider, les accompagner à traverser tous les points de tension qu'on peut rencontrer dans son activité professionnelle. Je fais juste ça parce que, en les écoutant, je les aide à clarifier ce qui se passe pour eux, à reconnecter à ce qu'ils ont envie de vivre dans leur travail, individuellement et collectivement, et à coopérer ensemble pour vivre en entreprise avec du sens, collectivement. C'est la seule chose que je fais. C'est pas genre trop bien, baguette magique, tout va bien. Non, ça prend du temps d'apprendre à s'écouter et d'écouter les autres. Alors, que vous dire sur cette expérience d'entrepreneuriat, salariat? Finalement, dans l'entrepreneuriat ou même dans le salariat, faut tester. Faut aller sur le terrain. C'est pas en écrivant ton business plan pendant 6 mois que ça va bouger. Faut aller se confronter. Parce que dans l'entrepreneuriat et même dans le salariat, je crois, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des manières d'apprendre, de progresser, d'évoluer. Hier, après la première du spectacle, mon réseau pro et perso, tout le monde beaucoup sont venus me voir et m'ont fait des retours critiques pour réajuster. C'est super important de dépasser ce truc de l'échec-là. C'est hyper important. Ensuite, entourez-vous. Ayez un réseau personnel avec des amis avec qui vous pouvez vous reposer, vous ressourcer. C'est important. Ayez un réseau professionnel avec qui vous entourez, fiable. C'est souvent ce que je demande à mes clients. Est-ce qu'il y a des gens sur qui tu peux t'appuyer, avec qui tu es en confiance, avec qui tu peux avoir des feedbacks? Et aujourd'hui, sur le territoire, on peut se former, on peut se faire coacher. Il y a énormément de structures, finalement, pour être accompagné. Donc, allons-y. 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 Et comme un bonheur, tu veux de l'eau? Je sens que compliqué. Ne t'étouffe pas maintenant, attends un quart d'heure, c'est bientôt fini. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, et que moi, avec la communication non violente, j'ai affiné tous mes ressentis corporels, je m'approche
j'ai vite compris un jour de printemps que j'étais enceinte. Et je me retrouve chez l'échographe pour faire l'écho de datation pour savoir où j'en suis dans la grossesse. Et l'échographe, il me dit, il y en a 2. Ouais, ça m'a fait le même effet. Moi, ça m'a fait les abeilles, tu vois. J'ai plus rien entendu. Je sais même pas si je l'ai payé. Je suis peut-être partie en courant. Et je lui ai dit, mais il y en a vraiment 2 qui vont sortir. C'est la première chose que j'ai dite, hein. Et du coup, je suis rentrée, je sais pas, en voiture, je crois. Bah ouais, en voiture. Je me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je me souviens juste être arrivée comme ça chez moi, dans la chambre de mon fils, avec mon mari qui lisait une histoire. Et je suis arrivée comme ça, et j'ai fait ça. Et je t'assure, hein, il était dans le lit, il a fait un saut, je sais pas comment il a fait ce saut, mais il s'est mis à courir comme ça. Il a eu une décharge émotionnelle telle que le gars, il s'est mis à courir. On réagit comme on peut, hein. Il y a un mot pour ça, c'est un choc, je sais plus quoi. Un choc. Prends ça, retiens choc. Et donc, on s'est couché là-dessus. Moi, j'étais ouh, lui, il était oh là là. Et le lendemain, là, j'ai commencé à paniquer. Je lui ai dit comment on va payer les études dans 20 ans. Complètement irrationnel. Et lui, plus pragmatique, hein, les hommes, hein, il m'a dit il faut qu'on change de voiture. Merci. Merci, classique. Et il a voulu faire des travaux pendant la grossesse, le nid. Hein, il s'est fait sa couvade tout seul. Donc moi j'étais comme as et lui il était là. Attends, il faut qu'on refasse les joints de la salle de bain. C'est important. Il y a des parents de jumeaux dans la salle ? Oh mais oui. Et proportionnalité, on est bien là. Hein, on est bien. Donc le conseil, si un jour ça vous arrive, ça peut arriver à tout le monde. Attention, hein. Comment te dire on me demande souvent mais comment t'as fait? Alors j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai fait. J'ai fait et c'est en faisant que j'ai pris confiance en moi, mais j'ai pas attendu d'avoir confiance pour faire. Pas le temps. Je me souviens pas de la première année, hein. Blackout total. Donc fais-toi confiance, fais et n'écoute pas les gens. Parce que moi, les gens, ils m'avaient dit, vu ta morphologie, tu vas pas survivre à la grossesse. C'est clair. Vu ta morphologie, il y en a pas 2 qui vont passer, ton corps, il saura pas faire. Ouais, bah, regarde le poids du premier enfant qui était à 3-4, t'inquiète que les 2, ils sont passés crème. Et ils sont passés par voie basse. On m'avait dit non, mais tu comprends. Non, ils sont passés par voie basse et à terme. Attends, la suite. Et on m'avait dit, entourage proche, hein, non, mais t'auras pas assez de lait pour en allaiter 2. J'en ai allaité 2 pendant 2 ans. Alors, j'avais pas les seins comme ça, hein. C'est pour le spectacle, hein. Je te vois rire, c'est pour le spectacle, hein. On m'a dit, il faut amplifier les gestes. Alors, j'amplifie. Et donc, croyez en vous et ne me croyez pas. Croyez en vous et testez les choses. Faites-vous confiance. Il y a quand même quelque chose, une erreur que j'ai pas refaite avec les jumeaux, c'est que dans ma première maternité, je me suis identifiée en tant que mère. C'est une période connue hein, qui s'appelle la matrescence. En gros, tu es une ado de la maternité. Et moi, j'ai été que mère avec mon premier enfant. Et avec mes jumeaux, j'ai décidé d'avoir un projet à côté qui allait me nourrir pour ne pas être que ça. C'est-à-dire changer les couches double, enfin tout en double, tu vois. J'avais pas envie. Et donc, je suis revenue à mes premiers amours quand j'étais en études, qui étaient la radio. Et je me suis fixée pour objectif de sortir 2 podcasts à la fin de mon congé parentalité au bout de 2 ans. Et comment te dire ? J'ai développé... Pas de bruit. Là, il faut... Non. J'ai développé des techniques de Sioux pour travailler ce projet à chaque fois qu'il dormait. Marie compris. Hein. Donc j'ai travaillé sur ces podcasts-là quand j'étais en poussette avec eux.
Enfin, quand ils étaient en poussette et que moi, je les poussais. Quand ils étaient dans la charrette et que moi, j'étais en vélo. Quand je les allaitais, quand j'étais sous la douche. En fait, à chaque fois que j'ai eu un moment pour, respirer et penser, j'ai travaillé sur ce projet-là. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, on va faire un petit quiz. J'ai demandé ma rupture conventionnelle et d'après vous, est-ce que je l'ai eue? Eh ben non! J'ai pas eu de nouvelles pendant 6 mois quand je l'ai demandé et le jour, c'est fou, hein, le jour où j'ai demandé ma démission, eh ben, j'ai eu de nouvelles dans l'heure. Comme quoi, hein. Mais d'après vous, pourquoi j'ai demandé une rupture conventionnelle? On va voir si ça suit un peu. La sécurité financière. Non, pour m'entraîner à passer un entretien de demande de rupture conventionnelle. M'entraîner, toujours m'entraîner, sentir, c'était un nouveau directeur général, sentir la personne potentiellement avec qui j'allais travailler. Et j'ai énormément appris pendant cet entretien. Bref, j'ai posé ma dème et j'ai sorti 2 podcasts. Un sur l'entrepreneuriat, où je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, qui s'appelle Entreprends tes rêves. Et un deuxième qui s'appelle Surprise, j'ai des jumeaux, où je donne la parole à des parents de jumeaux pour qu'ils racontent leur quotidien. Et donc, j'ai recommencé à travailler à temps plein sur mon projet. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir si ça suit. Jamais 203. Oh non, putain, plus jamais. Non, non, encore. Non, chouchou, t'inquiète. Il va faire une syncope, lui. Non, j'ai refait un burn-out. J'ai refait une crise d'angoisse. Et je suis allée à l'hôpital parce que c'était plus gérable. Ça criait trop fort. Et plutôt que de me relancer dans une thérapie, là, je crois que j'ai vraiment compris que le travail, c'était pour moi un peu comme l'alcoolisme, quoi. C'est qu'une fois que tu es tombé dedans, c'est un peu une addiction, quoi. Tu peux potentiellement retomber dans les travers du burn-out. Et donc, comme je ne trouvais pas des réponses en thérapie, j'ai décidé d'aller plutôt vers les autistes. Et donc, j'ai fait un diagnostic dans le spectre du trouble autistique. Alors, c'est là que c'est touchy. Est-ce qu'il y a des autistes dans la salle? Ah, il y a des gens qui lèvent la main, parfait. Donc, on va faire un truc un peu plus inclusif. Des handicapés ou des gens un peu chelous. On est tous le chelou de quelqu'un. Ah voilà, là c'est plus assumé, là, tu vois, t'es pas seul, t'inquiète pas. Donc voilà, j'ai fait ce diagnostic et j'ai découvert que j'étais TDAH. Donc en gros, trouble du déficit, c'est important chaque mot, de l'attention avec hyperactivité. Donc ça a été un coup de massue parce que, et c'est la première année, hein, ça fait 1 an que j'ai été diagnostiquée, la première année, tu prends conscience de l'ampleur de à quel point tu es handicapé. Donc moi, sur le trouble de l'attention, autant te dire que je suis happée par l'extérieur constamment. Et je crois que les gens normaux, hein, on s'entend sur la norme, ils ont 2 idées à la fois, voire une, on va simplifier parce que je vous sens pas trop réveillé. Ils ont une idée et ils tracent sur l'idée. Et ben nous, ça fait ça. Et les idées, elles font ça. Donc tu peux aussi bien mener un spectacle et te dire oh la vache, il faut que je m'occupe du goûter pour la semaine prochaine. Et mais en même temps, ça a été un soulagement parce que quand tu comprends le handicap, tu as des connaissances et tu as des outils. Tu as un peu une notice pour comprendre un peu mieux comment tu fonctionnes. Et moi, ça m'a vraiment aidé pour le trouble de l'attention à essayer de l'apprivoiser. Alors, j'ai testé la Ritaline, qui est la molécule pour essayer de gérer ça. Et alors, comment te dire? Moi, la Ritaline, ça m'a fait un peu l'effet de la MDMA et de la cocaïne couplées. Alors, maman, papa, j'en ai pas pris, t'inquiète, mais mon dealer, enfin mon psychiatre, il m'a dit ouais, ça ressemble à ces effets-là. Ouais. Donc en gros, t'arrives au travail, mais t'es en mode ouais, teuf, c'est trop bien. Tu serres les dents, enfin bref, tout. Donc j'ai arrêté la Ritaline. Non, ça je vais pas le dire, c'est pas politiquement correct. Et j'essaye de faire avec.
mais c'est difficile. Et l'hyperactivité, le premier outil que j'ai mis en place, c'est le sport. Et j'ai compris que moi, il me fallait au moins 2 heures de sport par jour. C'est pour ça qu'on a dansé un peu tout à l'heure. Mais surtout, je me suis mise à la boxe française, donc pied-point, parce que c'est assez thérapeutique, ce sport pour moi, parce que si t'es pas concentré, ça m'aide, moi, à être focus, parce que si tu l'es pas, clairement, tu en prends plein la figure, ou le foie, enfin partout. Donc, pour moi, ce sport, c'est thérapeutique parce que ça m'apprend à me concentrer. Là où je veux en venir sur le TDAH et sur le handicap de manière générale, c'est que, surtout sur ces handicaps invisibles, là, qui sont pas juste des effets de mode, crois-moi, t'as pas envie d'être à la mode avec ce truc-là. Mais l'idée, c'est pas de vous enfermer dans une étiquette en faisant à tout prix un diagnostic, c'est juste, si vous vous sentez un petit peu plus chelou que la moyenne, allez-y, parce que au pire, si c'est pas ça, vous aurez quand même eu des éléments pour mieux comprendre comment vous fonctionnez et qui vous êtes. Donc un doute, pas de doute, osez y aller, osez poser des questions et vous renseigner. Alors, si je devais répondre à cette petite fille de 10 ans, est-ce que tu as réussi ta vie? Je ne crois pas que je pourrais répondre oui aujourd'hui. Mais j'ai quand même, depuis quelques années, injecté pas mal d'ingrédients qui, comme la liberté, la créativité, un job qui fait sens. J'arrive petit à petit à prendre du temps, à donner de l'espace pour cette sphère personnelle, mais tout est lié, hein, on s'entend. À voir mes enfants grandir, à prendre du temps pour mon couple, et crois-moi, il a pris cher le couple là, il a vraiment pris cher. Et surtout, et c'était important pour moi de le dire aujourd'hui, de prendre du temps en tant que femme, comme si depuis quelques mois, là, c'est vraiment très présent depuis quelques mois, je me retrouve en tant que femme. Ça vous parle le cap des 4 ans pour les enfants? Pas encore. Tu verras. Eh ben, t'as enfin de la disponibilité pour toi. Et autant la trentaine, j'ai eu la sensation que c'était vraiment la période de la prise de conscience, autant la quarantaine, avec les premiers cheveux blancs qui arrivent, il y a quelque chose où je sens que de plus en plus, je me sens incarnée ce que j'ai envie d'être, que je me sens de plus en plus vivante et entière et nourrie par tout ce que je mets en place. Et c'est ce que je vous souhaite, évidemment. Alors pour conclure, j'aimerais citer Xavier Dolan. C'est une phrase qui me suit depuis plusieurs années. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ne me croyez pas, faites-le. Et l'important, aujourd'hui, là, maintenant, pour moi, c'est pas ce que vous avez échoué hier, ce que vous regrettez, tout ce passé là où voilà, on n'est pas satisfait. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire juste après cette conférence pour vous rapprocher un peu plus de ce que vous avez envie de vivre. Merci. On fait les rappels, on s'entraîne, hein. Allez, on peut redanser, hein, on le refera pas de la journée, hein. C'est bon là? On continue? Oh bah on continue, hein. Ah moi Vous voulez venir sur scène? Allez, on vient sur scène. Allez, on vient danser sur scène. Allez, on vient. Allez, on vient. Allez, on vient danser sur scène. Merci d'être venu. On monte le son, Sébastien. Là, il y a un moment important. Allez, on se lâche. On amplifie les mouvements. Allez, on respire bien. Le nez, la bouche. Allez, on se rapproche. C'est votre moment. On vient sur scène.
Voilà. Hein? Allez, on apprend. Comme ça, on amplifie le mouvement pour le caméraman. Merci.